L'innovation en région, c'est plus qu'un podcast, c'est un plaidoyer pour la transformation de nos territoires. Dans ce nouvel épisode, je reçois Marion Monet, directrice générale déléguée du groupe Agap Restauration qui regroupe plusieurs enseignes de restauration dont Flunch, Pizza Pie, Les Trois Brasseurs et bien d'autres encore. Marion nous éclaire sur la transition que connaît le secteur face aux enjeux sociétaux et environnementaux. Quels sont les nouveaux besoins des clients ? Quelles mesures mettre en place pour réduire le bilan carbone des restaurants ? Ou encore comment transformer en profondeur et durablement le secteur de la restauration ? L'innovation en région, un podcast proposé par Schneider Electric. Bonjour Marion. Bonjour Laurent. Marion, merci de me recevoir ici dans tes bureaux au sein d'Agap Restauration. Alors Agap Restauration, c'est un groupe de restauration, comme son nom l'indique, dont tout le monde connaît, je suis sûr, au moins une enseigne. En fait, c'est un écosystème de restauration. C'est un écosystème de restauration. Un écosystème d'enseignes de restauration qui travaillent ensemble. Ah, alors ça c'est intéressant. Alors, dans cet écosystème de restauration, on y trouve quoi ? Flunch, Trois Brasseurs, Il Ristorante, Salad & Co, Pizza Pie. Ok. C'est quoi la motivation même, ou comment on appelle ça, le claim, c'est ça ? Oui, d'Agap. Oh, d'Agap, oui. Qui réunit toutes ces enseignes-là. Oui. Plus de goût pour plus de vie. Plus de goût pour plus de vie, ça veut dire par là que finalement, d'une enseigne à une autre, on a certainement une catégorie de clients peut-être un peu différents. Mais on retrouve des impulses hyper forts qui sont dans chacune de nos enseignes. Ouais. Les hommes au cœur. L'humain. Et puis là, on l'a vécu. On est un métier d'hommes et de femmes. On est un métier d'hommes et de femmes à qui on peut réapprendre un métier, à qui on donne une seconde chance dans la vie professionnelle. Donc c'est un rôle sociétal, c'est ça que tu veux dire ? C'est un rôle sociétal extrêmement fort pour lequel on tend à aller vers des partenariats de réinsertion professionnelle. C'est un très beau métier. Comment, finalement, les collaborateurs qui captent cette deuxième chance le perçoivent ? Est-ce que, du coup, il y a une forme de fierté d'appartenance à l'entreprise ? Est-ce que tu vois souvent des situations un peu bloquées qui se débloquent grâce à la réinsertion ? En fait, nos restaurants, c'est des grandes familles. En fait. On a des piliers et un socle commun de collaborateurs dans chacun de nos restaurants qui font que se crée une ambiance familiale et qui montre de la création de liens et de la création de solidarité entre les collaborateurs. Donc ça, c'est extrêmement fort. C'est un métier qui est complètement décentralisé, qui est local. Parce qu'on ne peut pas décider ici à Leuzen de ce qui se passe à Pau. C'est impossible. Clairement. Tu es directrice générale déléguée. Tu as vécu de plein fouet aussi, finalement, cette crise au sein des différentes familles telles que tu l'évoques là. Comment tu as anticipé tout cela ou alors comment tu as subi ou comment tu as réagi pour que les enseignes perdurent et que les gens puissent se retrouver en famille le jour de la réouverture ? La première chose, c'est la mobilisation des collaborateurs, en fait. C'est pas que moi, c'est toute une équipe. Toute une équipe et les 10 000 collaborateurs d'Agap. Ça, c'est essentiel. La première chose à laquelle on s'est attaché, c'est quand même de protéger nos collaborateurs et nos actifs. Donc, comme on a été fermé par le gouvernement, on a dû fermer nos restaurants. Et ensuite, on a mis en place un certain nombre de tests pour quand même faire notre métier. Parce que les gens, ils ont besoin de se lever et de se lever pour une bonne raison. Et de nourrir leurs clients, finalement. Et donc, chez Flunch, on a laissé les ateliers pendant quelques semaines ouverts, parce qu'on a des ateliers qui font du traiteur, pour aller livrer notamment le CHR de Lille. Parce que leur propre cuisine était fermée et que les médecins et les soignants avaient besoin de pouvoir s'alimenter correctement. Et donc, Flunch Traiteur a participé à cet élan de solidarité vis-à-vis des médecins et des personnels soignants. Trois Brasseurs a ouvert en drive ces solutions de restauration. Oui, donc trouver des solutions alternatives pour, malgré tout, garder cette dynamique de cette vieille dame, tu m'excuseras peut-être de l'expression, c'est ça ? Combien d'années 50 ans. Flunch fête ses 50 ans aujourd'hui. Donc Flunch se transforme, les autres enseignes doivent se transformer aussi. Comment tu transformes une vieille dame, tu m'excuseras de ce mot sympathique finalement, comment tu transformes ce groupe ? Cet écosystème de restaurants. Alors, nous, avec le directeur général d'Agap Restauration, on a envisagé 2 pivots. Un pivot stratégique, qui est de passer de opérateur de restaurant à restaurer tous les moments et les lieux de vie. C'est-à-dire, ça consiste juste à se dire, on n'attend plus le client qui arrive dans nos restaurants. Oui, parce que la chaîne de valeur, c'est quoi ? Finalement, actuelle ou d'hier. Notre métier depuis 50 ans, c'est de trouver un site, de construire un restaurant, d'ouvrir un restaurant, de concevoir une carte de restauration, de recruter des cuisiniers et des serveurs et d'attendre le client qui rentre en restaurant. Sauf qu'aujourd'hui, et notamment avec la crise Covid, on a vu que finalement, les gens venaient plus du tout en restaurant ou de moins en moins. Sauf à la réouverture, où là, on a vu un engouement avec un besoin de convivialité qui est juste énorme. Et donc, on doit aller, et ça c'est le pivot culturel de nos transformations, qui est de dire à nos collaborateurs, changez de regard, regardez comment vivent vos clients, regardez comment vous vivez, regardez les appétences produits, les appétences de recettes,
et regarder ce dont ont besoin les clients et comment ils vivent dans leurs usages. Et de plus en plus, et on a vu l'explosion de toutes les plateformes de livraison de restauration, les clients ont besoin de pouvoir se sentir en sécurité chez eux, mais de manger quelque chose qui est cuisiné par d'autres. Tu parles de sécurité, là on peut parler de sécurité ou d'équilibre, où il y a un rôle sur la qualité, l'hygiène, donc la sécurité alimentaire. Ça, c'est ce qui prédomine finalement les marques de restauration du groupe Agap. C'est-à-dire que par-dessus tout... Dans les piliers, dans le plus de goût pour plus de vie dont je t'ai parlé tout à l'heure, on a un enjeu extrêmement fort qui est un pilier qui s'appelle les filières amont, où on a un niveau de traçabilité important et de progression dans la labellisation des filières que l'on utilise. On est en viande française, on est en poisson MSC, on est en fruits et légumes locaux. Bon, tout ça, c'est des marques de réassurance supplémentaires qui sont intimement appréhendées par nos collaborateurs parce que, en fait, on a une mission sociétale importante qui est de ne pas empoisonner les gens, de leur donner de la bonne nourriture. Idéalement, oui, bien sûr. C'est la première chose, et c'est la base. Ouais. Et qui est appréhendée par le client parce que de plus en plus, il a besoin de cette traçabilité. De plus en plus, il a besoin de comprendre que le restaurant dans lequel il va soigne et respecte ceux qui produisent la matière première que nous utilisons, donc les agriculteurs. Marion, tu me parlais des enjeux sociétaux. Du coup, quels sont les enjeux sociétaux auprès des collaborateurs et des clients au sein d'Agap Restauration ? Ils sont doubles, en fait, je pense. Le premier, c'est qu'on est un formidable métier de réinsertion et que donc on offre une seconde vie professionnelle à nos collaborateurs, mais pas n'importe comment, en les soignant et en prenant soin de leur bien-être. Nos collaborateurs, ce sont nos premiers convives, en fait. Ce sont nos premiers clients. Et donc, on se doit de les nourrir correctement et de leur donner un minimum de sensibilisation à ce qu'ils mettent dans leurs assiettes. Je vous ai parlé de la traçabilité tout à l'heure sur la qualité des produits intrinsèques. Mais il y a aussi l'autre chose, c'est la composition de l'assiette. Et ce qu'on sait, et ça c'est un impact environnemental supplémentaire, c'est que la viande rouge, le nombre de vaches sur Terre, en fait, a un impact extrêmement fort sur le carbone et les gaz à effet de serre. Bien sûr. Dans les bilans carbone qu'on a pu faire, en fait, on se rend compte que dans les achats alimentaires, la viande rouge représente 7% de nos achats alimentaires. En revanche, elle représente 51% de l'impact carbone de nos achats alimentaires. Le poids d'achat de la viande de bœuf, c'est 7%, qui représente 51% d'impact sur l'empreinte carbone qu'émet les achats alimentaires dans une chaîne de restauration. C'est considérable. C'est considérable. Et donc, nous avons un rôle sociétal et environnemental auprès de nos collaborateurs et de nos clients, c'est de les sensibiliser au fait que manger un peu moins de viande rouge pendant la semaine, d'abord c'est bon pour leur santé, parce que manger trop de viande rouge, c'est prouvé, c'est moins bon pour la santé. Tout à fait, ouais. Et deuxièmement, ça a un impact positif sur la planète. Et alors le problème, c'est qu'on ne peut pas stopper aujourd'hui le fait de donner de la viande rouge à manger parce que c'est ce que veulent les clients. Les gens ont envie de manger de la viande rouge. Et donc, on ne peut pas stopper net cette offre-là. C'est une question de culture, quand même, d'acculturation. Complètement, de sensibilisation sur du long terme. Et donc, ce que l'on fait, c'est qu'on introduit dans nos cartes de plus en plus de recettes végé. Tout simplement. Okay. Et alors, du coup, tiens, ça m'intéresse de savoir, est-ce que ça prend ? Est-ce que les recettes végé sont une tendance de fond qui prennent... C'est une tendance de fond. Maintenant, il faut les apprivoiser ou les composer de plus en plus qualitativement. Et donc, par exemple, chez Trois Brasseurs, on travaille avec un industriel de la région qui s'appelle Next Food, qui est un ancien d'ailleurs de chez Agap, parce que c'est lui qui a créé la marque Salad & Co, et qui est parti sur un autre projet pour créer un steak végétal. La marque, c'est Accro, basée sur la transformation de pois chiches. Et ce steak-là ressemble à un steak haché normal, en fait. Et donc mis dans un bon burger, et vous pouvez le déguster chez Trois Brasseurs. Et le goût est tout aussi agréable. Tout aussi agréable. Ouais. Alors là, on parle de finalement l'empreinte carbone au sein du réseau, de cet écosystème d'enseignes de restauration. En revanche, on a aussi des clients qui évoluent. On a de plus en plus de voitures électriques, de trottinettes électriques. Bref, on parle d'e-mobility quelque part. Est-ce qu'il y a un lien entre les enseignes du groupe et puis le type de mobilité des clients ou pas du tout ? Enfin, comment on s'adapte par rapport à ça ? Les déplacements, c'est le deuxième impact le plus important sur les gaz à effet de serre dans notre bilan carbone. Les déplacements des clients. Des clients. Donc tu prends en compte les déplacements des clients dans ton empreinte ? Exactement. Exactement. La façon dont on a décidé de réagir à ça, c'est une belle collaboration
avec des industriels de l'énergie verte et de mettre des bornes électriques à l'entrée de nos restaurants. Oui. D'abord, ça nous permet aussi de promouvoir la marque de chacun de nos restaurants. Bien sûr. Parce que plus on est vert et plus le client sent que l'entreprise est engagée. Et donc, il viendra chez nous. Et puis, la deuxième chose, c'est que ça permet de démultiplier les sources d'énergie pour ceux qui souhaiteraient un véhicule électrique. Et donc, on participe à cet élan-là aussi pour la nation. Marion, on a parlé donc de ce qu'on avait dans l'assiette, on a parlé de la mobilité. J'aimerais parler aussi quand même du lieu de réception, c'est-à-dire le restaurant en tant que tel, qui lui produit de l'énergie, parfois une perte d'énergie. Est-ce que ça fait partie aussi des enjeux de transformer les restaurants, les lieux de réception, pour qu'ils soient basse consommation ou à consommation diverses et variées ? Tout à fait. Et nous, on pense que la première chose à faire, c'est de mesurer ce que l'on dépense comme énergie. Oui. Pour sensibiliser nos collaborateurs d'abord aux gestes éco-responsables. Un collaborateur qui rentre dans le restaurant à 7h du matin, son premier geste, c'est d'ouvrir le four, alors qu'il va l'utiliser qu'à 11h30, mais en se disant comme ça, il sera chaud, ça, c'est un geste qui est non éco-responsable. Et pour leur montrer que ça a un impact sur le coût de l'énergie, mais aussi sur la consommation de l'énergie, il faut pouvoir mesurer ce geste-là, en fait. Et donc, on a décidé de travailler aussi avec des industriels de l'énergie verte pour permettre à chaque collaborateur de mesurer son impact par rapport à la consommation d'énergie et dans les gestes qu'il fait au quotidien. Là encore, on est sur une acculturation, un changement de pratique auprès de ses collaborateurs. Marion, on arrive bientôt à la fin de ce podcast. J'aimerais avoir ta vision. On se projette là dans 10 ans. C'est quoi le restaurant dans 10 ans ? À quoi il ressemble ? Bien malin sera celui qui saura exactement ce que sera le restaurant dans 10 ans. Et puis, je pense qu'il y aura plein de formes de restaurants différents. En revanche, le point commun à tous les restaurants ou restaurateurs, ça sera le lieu de rassemblement, le lieu où on crée du lien, le lieu où on vient rechercher de la convivialité. Et ça, je pense qu'en tant qu'être humain, on en aura tous toujours besoin. C'est essentiel. En revanche, si le restaurateur veut rester aussi attractif et rendre son commerce florissant, il faudra qu'il ait un certain nombre d'engagements autour de la qualité de ses produits, autour de sa convivialité, de son hospitality, autour de la reconnaissance de ses clients, de la fidélisation de ses clients, et autour de l'accompagnement à pouvoir consommer les solutions de restauration de façon différente. Marion, merci pour cet éclairage très factuel, très pragmatique. Merci d'avoir participé au podcast de l'innovation en région, un format proposé par Schneider Electric. Merci beaucoup, Laurent. Je t'en prie. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chartres, directeur régional Grand Nord. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer ? Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric. Et comme on a pu l'entendre dans ce podcast, l'ambition de Schneider Electric est d'accompagner les entreprises du territoire sur ces enjeux de transformation. Pour entrer en contact avec nous, rien de plus simple, le site internet www.se.com ou mon profil LinkedIn où je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est très simple. Merci Antoine. Merci Laurent.